Bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue sur cette chaîne dédiée aux histoires audio relaxantes pour adultes. Aujourd'hui, plongez dans une enquête captivante mettant en scène le légendaire détective belge Hercule Poirot. Dans le mystère du collier disparu, vous découvrirez un crime mystérieux, des énigmes complexes et des personnages intrigants. Le tout dans un style inspiré par Agatha Christie. Fermez les yeux, laissez-vous bercer par cette aventure policière classique et laissez votre esprit s'évader vers un monde de suspense et de réflexion. Bonne écoute et douce nuit. Dans une luxueuse villa du sud de la France, un collier de diamants inestimable disparaît lors d'une soirée mondaine. Entre secrets de famille, rivalités amoureuses et mensonges dissimulés derrière des sourires polis, Hercule Poirot est appelé pour résoudre ce mystère. Alors qu'il interroge les invités et explore les moindres recoins de la maison, il découvre que cette affaire cache bien plus qu'un simple vol. Elle pourrait être liée à un meurtre non élucidé vieux de plusieurs années. Avec son esprit méthodique et sa célèbre petite cellule grise, Poirot démêle les fils de cette intrigue complexe, révélant finalement une vérité aussi surprenante qu'inattendue. Chapitre 1. La soirée mondaine. La villa des Montclair, perchée sur une colline dominant la mer Méditerranée, brillait de mille feux ce soir-là. Ses fenêtres illuminées projetaient une lumière dorée sur les jardins soigneusement entretenus, tandis que les rires et les conversations animées résonnaient dans l'air tiède du printemps. Les invités, tous vêtus avec une élégance irréprochable, se mouvaient gracieusement dans le grand salon, leur verre de champagne tintant doucement à chaque toast. C'était une soirée comme tant d'autres dans le cercle fermé des riches et puissants. Mais celle-ci avait quelque chose de spécial. Le collier des Montclair, un bijou légendaire composé de diamants taillés à la perfection, serait exposé pour la première fois depuis des décennies. Madame Claire Montclair, une femme élégante au porte-altier, se tenait au centre du grand salon entourée de ses convives. Elle portait le fameux collier, dont les pierres scintillaient sous les lustres. Chaque mouvement de tête faisait danser les reflets lumineux autour d'elle, attirant les regards admiratifs et parfois envieux de ses invités. Parmi eux figurèrent des personnalités influentes, un banquier suisse, un peintre renommé, une actrice célèbre et même un jeune diplomate britannique. Tous semblaient fascinés par le bijou, mais certains avaient des pensées moins innocentes. Hercule Poirot, quant à lui, n'était pas là par hasard. Il avait été invité par un ami commun, qui lui avait assuré que cette soirée serait incontournable. Mais dès son arrivée, il avait senti que quelque chose clochait. Les sourires trop parfaits, les regards fuyants, les silences soudains. Lorsque quelqu'un approchait, tout cela indiquait une tension palpable sous la surface de cette apparence polissée. Poirot, avec son œil aiguisé et sa méthode infaillible, ne pouvait ignorer ces signes avant-coureurs. Vers minuit, alors que la fête battait son plein, un cri perçant déchira le calme relatif de la villa. Claire Montclair venait de réaliser que son précieux collier avait disparu. Son visage, auparavant radieux, était maintenant déformé par la colère et l'inquiétude. « C'est impossible. Personne ne peut entrer ou sortir sans être vu, » s'exclama-t-elle, serrant ses mains tremblantes contre sa poitrine. Les invités, pris au dépourvu, commencèrent immédiatement à spéculer sur ce qui avait pu se passer. Certains accusèrent déjà les domestiques, d'autres évoquèrent des voleurs professionnels, mais Poirot, avec son calme habituel, observa attentivement chaque visage, notant les expressions fugaces qui trahissaient des émotions cachées. Il savait que la vérité se trouvait quelque part dans cette pièce, enfouie sous les masques de civilité. « Mesdames et messieurs, dit-il enfin, levant légèrement la main pour réclamer le silence,
Je crois que nous avons ici une énigme, fascinante à résoudre. Je vous demande simplement de coopérer pleinement avec moi. Ensemble, nous découvrirons ce qui est arrivé au collier. » Pendant qu'il prononçait ces mots, son regard balaya rapidement la pièce. Il remarqua que Madame Montclair, bien que visiblement bouleversée, semblait presque satisfaite. Une émotion étrange passa sur son visage, comme si elle jouait un rôle plutôt que de ressentir réellement la perte du bijou. Poirot nota mentalement cette observation, sachant qu'elle pourrait s'avérer cruciale plus tard. Dans un coin de la salle, un homme aux cheveux argentés, Monsieur Laurent Dupuis, un banquier suisse connu pour sa cupidité, discutait à voix basse avec une femme élégante, Isabelle Moreau, une actrice française dont la carrière déclinante semblait avoir exacerbé son tempérament capricieux. Leur conversation s'interrompit brusquement lorsqu'ils remarquèrent que Poirot les observait. Dupuis afficha un sourire crispé, tandis qu'Isabelle rougissait légèrement, détournant les yeux. Un autre invité, Victor Langlois, un peintre excentrique aux manières brusques, semblait particulièrement nerveux. Il tourna les talons et quitta précipitamment la pièce, marmonnant quelque chose à propos d'une migraine. Poirot haussa un sourcil, intrigué par ce comportement suspect. Le jeune diplomate britannique James Whittaker restait impassible, observant la scène avec un intérêt poli. Lorsque Poirot s'approcha pour lui poser quelques questions, Whittaker répondit calmement. « Je n'ai rien vu ni entendu d'inhabituel, monsieur Poirot, mais je dois avouer que cette soirée avait quelque chose de tendu, dirais-je. » Cette remarque confirma les soupçons de Poirot. Il y avait bel et bien une atmosphère pesante dans cette maison, et le vol du collier n'était peut-être que la pointe de l'iceberg. Après avoir rassemblé les premiers indices, Poirot demanda à tout le monde de rester dans le salon pendant qu'il inspectait la villa. Il commença par la chambre de Madame Montclair, où le collier avait été rangé avant la soirée. La pièce était luxueuse, ornée de meubles anciens et de tapis persans. Rien ne semblait avoir été déplacé, hormis le coffret contenant le bijou qui était resté ouvert sur la coiffeuse. Poirot examina minutieusement chaque détail. Sur le sol, près de la porte, il découvrit une fine trace de boue séchée. Étrange pour une maison aussi propre et bien entretenue. Il prit une photo mentale de cet indice, puis continua son inspection. Dans le couloir menant à la chambre, il remarqua une petite éraflure sur le mur, comme si quelqu'un avait heurté une table en passant. Plus loin, une fenêtre était légèrement entr'ouverte, laissant entrer une brise fraîche. Poirot ouvrit la fenêtre complètement et scruta l'extérieur. La vue donnait directement sur les jardins où des lanternes éclairaient faiblement les buissons et les statues. « Curieux », murmura-t-il. « Très curieux. » De retour dans le salon, il annonça à l'assemblée qu'il avait besoin d'interroger chacun d'eux individuellement. La tension monta d'un cran, car personne ne voulait être associé au crime. Poirot, cependant, savait que la vérité finirait par émerger. Avec patience et méthode, il commença à démêler les fils de cette intrigue complexe. Chapitre 2. Les suspects. Poirot commença ses interrogatoires dans la bibliothèque de la villa, une pièce sombre et lambrissée où les rayonnages croulaient sous le poids des livres anciens. Une atmosphère feutrée régnait ici, presque trop calme après l'agitation du salon. Il avait choisi cet endroit stratégiquement, isolé mais suffisamment proche pour que personne ne puisse s'échapper ou conspirer à voix basse. Chaque invité serait entendu séparément, et Poirot savait qu'il devait agir avec méthode pour démêler les vérités des mensonges. Le premier à entrer fut Monsieur Laurent Dupuis, le banquier suisse. Grand, élégant, mais avec une pointe d'arrogance dans son maintien, il s'assit face à Poirot,
croisant les jambes avec nonchalance. « Monsieur Poirot, dit-il d'un ton légèrement condescendant, je suppose que vous me soupçonnez parce que je suis riche, ou peut-être parce que mon métier implique de manipuler des chiffres et des objets précieux? Non, monsieur Dupuis, répondit calmement Poirot, ajustant sa moustache impeccable. Je ne fais pas de suppositions sans preuve, mais je dois admettre que votre comportement ce soir a attiré mon attention. Où étiez-vous au moment de la disparition du collier? Dupuis hésita un instant, puis répondit « J'étais sur la terrasse, en train de fumer une cigarette. Vous pouvez demander à Madame Moncler si vous voulez confirmation. » Poirot nota cette réponse mentalement. Curieux, pensa-t-il. Madame Moncler semblait distraite toute la soirée. Peut-être n'a-t-elle pas remarqué qui était tout? Il poursuivit. Et avez-vous vu ou entendu quelque chose d'inhabituel pendant votre pause cigarette? Rien du tout, répondit Dupuis un peu trop rapidement. Mais je peux vous dire une chose. Quelqu'un ici cache un secret. Et je pense que ce n'est pas moi. Poirot sourit légèrement. Merci, monsieur Dupuis. Nous verrons. Bien. Ensuite, ce fut au tour d'Isabelle Moreau, l'actrice française. Elle entra dans la bibliothèque avec une grâce théâtrale, ses boucles brunes encadrant un visage pâle mais expressif. Elle portait encore son collier de perles, comme pour rappeler à tous qu'elle aussi aimait les bijoux précieux. « Monsieur Poirot, dit-elle d'une voix douce mais teintée d'anxiété, je ne comprends pas pourquoi vous m'interrogez. Je ne suis qu'une humble invitée. »« murmura Poirot, observant son langage corporel. « Humilité? Vraiment? Dites-moi, mademoiselle Moreau, où étiez-vous lorsque le collier a disparu ?» Elle joua nerveusement avec son collier avant de répondre. « J'étais avec James Whittaker, le diplomate anglais. Nous discutions près de la cheminée. Il peut le confirmer. » Poirot nota cette information. « Intéressant. Et comment décririez-vous votre relation avec Madame Moncler ?» Isabelle haussa les épaules. « Nous nous connaissons depuis des années. Elle est, comment dire, très possessive avec ses biens. Mais je ne vois pas pourquoi elle soupçonnerait quelqu'un comme moi. »« Ah, soupçonner, » répéta Poirot, songeur. « C'est souvent là que réside le véritable mystère. Merci, mademoiselle Moreau. » Le troisième suspect était Victor Langlois, le peintre excentrique. Sa tenue négligée contrastait avec l'élégance des autres invités, et son regard fuyant trahissait une nervosité palpable. « Monsieur Poirot, dit-il d'une voix rauque, je ne sais rien de ce vol. Rien du tout. »« Vraiment ?» répondit Poirot, inclinant légèrement la tête. « Alors, expliquez-moi pourquoi vous êtes sorti précipitamment du salon juste après la découverte du vol ?» Langlois rougit légèrement. « J'avais mal à la tête. C'était insupportable. J'ai juste voulu prendre l'air. »« fit Poirot, sceptique. « Et où êtes-vous allé exactement ?»« Sur la terrasse, » répondit Langlois. « Seul, curieux, pensa Poirot. Deux personnes différentes prétendent être allées sur la terrasse. L'une d'elles ment. » Il continua. « Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel? Un bruit, une ombre? »« Non, » répondit Langlois, évitant le regard de Poirot. « Rien. » James Whittaker, le jeune diplomate britannique, fut le suivant. Son attitude calme et posée contrastait avec la nervosité des autres suspects. « Monsieur Poirot, dit-il poliment, je comprends que vous deviez interroger tout le monde, mais je crains de ne pas avoir grand-chose à ajouter. »« Peut-être, » répondit Poirot, « mais permettez-moi de poser quelques questions. Où étiez-vous lorsque le collier a disparu ?»« Avec Isabelle Moreau, » répondit Whittaker sans hésiter. « Nous discutions près de la cheminée. Et que pensez-vous de cette affaire ?» Whittaker haussa les épaules. « C'est troublant, certes,
mais je ne vois pas comment quelqu'un aurait pu voler le collier sans être vu. » « Exactement, » approuva Poirot. « Très troublant, en effet. » Finalement, Poirot interrogea Marie, la gouvernante, qui semblait mal à l'aise dès son entrée dans la bibliothèque. « Madame, dit-il gentiment, je sais que vous travaillez ici depuis longtemps. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ce soir ?» Marie baissa les yeux. « J'ai entendu des bruits dans le couloir menant à la chambre de Madame Montclair. Mais je n'ai pas osé vérifier, de peur de déranger les invités. »« Des bruits ?» répéta Poirot, intrigué. « Quel genre de bruit ? Comme des pas légers, et peut-être une porte qui se fermait. » Poirot hocha la tête. « Merci, Marie, cela pourrait être utile. » Après avoir interrogé tout le monde, Poirot retourna dans le salon où les invités attendaient anxieusement. Il sentait que chaque détail qu'il avait recueilli formait un puzzle complexe, mais certaines pièces manquaient encore. Il décida alors d'inspecter une nouvelle fois la bibliothèque, où il découvrit un indice crucial, une empreinte de doigt sur le cadre doré d'un tableau accroché au mur. Cette empreinte, couverte d'une fine couche de poudre blanche, semblait correspondre à celle qu'il avait trouvée plus tôt sur la chaise du salon. « Voilà qui est intéressant, » murmura-t-il. « Très intéressant. » Chapitre 3. Le passé troublant. Poirot, assis dans un fauteuil confortable du salon, réfléchissait intensément. Les interrogatoires avaient révélé des contradictions et des tensions sous-jacentes, mais aucun élément probant n'avait encore émergé. Cependant, une intuition lui disait que cette affaire ne se limitait pas à un simple vol de bijoux. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus sombre, enfoui dans les murs de cette villa luxueuse. C'est alors qu'il remarqua un détail curieux. Sur une table basse près de la cheminée, un livre ancien était ouvert. Son titre, « Les secrets des grandes familles françaises », attira immédiatement son attention. Poirot s'approcha et commença à feuilleter les pages jaunies. Au fil de sa lecture, il découvrit une mention intrigante. Une histoire vieille, de plusieurs décennies, impliquant la famille Montclair et un majordome nommé Émile Renaud, retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses. Intrigué, Poirot décida d'enquêter davantage sur cet événement passé. Il appela Marie, la gouvernante, qui semblait être la mémoire vivante de la maison. « Madame, » dit-il doucement, « pourriez-vous me parler d'Émile Renaud ?» Marie pâlit légèrement à l'évocation de ce nom. « Je ne sais pas grand-chose, » balbutia-t-elle. « Il travaillait ici avant moi, mais certains disent qu'il connaissait des secrets dangereux. » « Dangereux ?» répéta Poirot, l'encourageant à continuer. « Il paraît qu'il en savait trop sur la famille, » murmura Marie, regardant autour d'elle comme si elle craignait d'être entendue. « Un soir, il a disparu. On l'a retrouvé mort dans les jardins, apparemment victime d'une chute accidentelle. Mais beaucoup pensent que ce n'était pas un accident. Cela semble fort intéressant, » commenta Poirot, notant mentalement cette information. « Et savez-vous où ces rumeurs ont commencé ? Peut-être parmi les domestiques de l'époque, » répondit Marie. « Il disait qu'Émile avait découvert quelque chose qui mettait en danger Madame Montclair elle-même. » Déterminé à en savoir plus, Poirot demanda à visiter les archives de la villa. Claire Montclair, bien que réticente au début, finit par accepter. Dans une petite pièce poussiéreuse au sous-sol, Poirot découvrit des documents anciens, des journaux intimes et des lettres. Parmi eux, une correspondance entre Émile Renaud et un notaire local attira son attention. Elle mentionnait un coffre-fort secret contenant des documents compromettants. Poirot sentit qu'il touchait enfin à quelque chose d'essentiel. Il retourna voir Madame Montclair dans son bureau, où elle était assise, visiblement agitée. « Madame, dit-il calmement,
Je dois vous poser une question importante. Savez-vous où se trouve le coffre-fort dont parlait Émile Renaud? Claire Moncler sursauta, ses mains tremblantes serrant les accoudoirs de son fauteuil. « Comment? Comment savez-vous cela ?» demanda-t-elle d'une voix étouffée. « Le passé a toujours une manière de ressurgir, » répondit Poirot. « Si nous voulons comprendre ce qui s'est passé ce soir, nous devons explorer ces vieux secrets. » Après un long silence, Madame Moncler soupira. « Très bien, suivez-moi. » Elle conduisit Poirot dans une pièce dissimulée derrière une bibliothèque, révélant un petit coffre-fort encastré dans le mur. À l'intérieur, ils trouvèrent des documents jaunis et une lettre adressée à Émile Renaud. La lettre contenait une menace explicite. « Si vous révélez ce que vous savez, vous le regretterez. » « Voilà qui est très éloquent, » murmura Poirot. « Mais que signifie tout cela ?» Claire Moncler, les yeux remplis de larmes, avoua enfin. « Émile avait découvert que mon mari, de son vivant, avait falsifié des documents pour obtenir la fortune familiale. Quand il a menacé de tout révéler, on l'a fait taire, définitivement. Cette révélation changea radicalement la donne. Poirot comprit que le vol du collier n'était peut-être qu'un prétexte pour faire ressurgir ces vieux secrets. Mais qui, parmi les invités, avait connaissance de cette histoire? Et pourquoi maintenant? Chapitre 4. Une diversion mortelle. Le cri provenait de la cuisine, où Marie, la gouvernante, se tenait figée devant une table couverte de vaisselle brisée. À ses pieds, un verre renversé répandait une flaque trouble sur le sol en pierre. L'odeur caractéristique d'amande amère emplissait l'air, une odeur que Poirot reconnut immédiatement. Du cyanure. Que s'est-il passé? Demanda-t-il calmement, bien que son esprit fonctionnât déjà à plein régime. Marie, visiblement secouée, désigna le verre d'une main tremblante. C'était destiné à Madame Moncler. Elle m'avait demandé de lui préparer son thé matinal comme d'habitude. Mais quand je suis revenu avec le plateau, j'ai trouvé ce verre-là, intact, avec une légère poudre blanche au fond. Poirot examina attentivement la scène. Le verre, placé soigneusement à côté de la tasse de thé, semblait avoir été ajouté après coup. Il remarqua également une trace de doigt sur le bord du verre, encore humide. Quelqu'un avait manipulé cet objet récemment. « Savez-vous qui est entré dans la cuisine avant vous » questionna-t-il. « Non, » répondit Marie, les yeux écarquillés. « Mais j'ai entendu des pas précipités dans le couloir juste avant de découvrir cela. » Poirot hocha la tête. « Merci, Marie. Vous avez fait preuve d'un sang-froid remarquable. Maintenant, veuillez rassembler tout le monde dans le salon. Nous devons parler. » Dans le salon, les invités étaient déjà rassemblés, leurs visages reflétant une combinaison de peur et de curiosité. Claire Moncler, assise sur un canapé, semblait particulièrement pâle. Poirot prit place face à eux, son regard perçant balayant l'assistance. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix grave, « il semble que cette affaire soit plus complexe que nous ne le pensions. Ce matin, une tentative d'empoisonnement a été découverte dans la cuisine. Heureusement, grâce à la vigilance de Marie, le pire a été évité. Mais cela soulève une question cruciale. Pourquoi quelqu'un chercherait-il à nuire à Madame Moncler? » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Chacun semblait plongé dans ses pensées. Certains, évitant même de croiser le regard de Poirot, « Je dois insister pour que chacun d'entre vous me dise exactement où il se trouvait ce matin, entre 6 heures et 7 heures, » poursuivit-il. Les réponses furent variées, mais 2 alibis attirèrent particulièrement son attention. Victor, Langlois, le peintre excentrique, prétendit avoir été dans sa chambre.
occupé à peindre. Cependant, aucune toile fraîche n'était visible dans sa chambre lorsqu'il y conduisit Poirot. Quant à Isabelle Moreau, elle affirma être sortie prendre l'air dans les jardins, mais personne ne put confirmer l'avoir vue. Pendant ce temps, Poirot retourna dans la cuisine pour examiner de plus près le verre empoisonné. Il découvrit une autre trace significative, une fine particule de boue, identique à celle qu'il avait trouvée près de la fenêtre ouverte la veille. Cette connexion renforça son hypothèse selon laquelle l'intrus était entré par l'extérieur. De retour dans le salon, il prit Madame Moncler à part. « Madame, dit-il doucement, avez-vous des ennemis connus? Quelqu'un qui pourrait vouloir vous nuire personnellement ?» Claire Moncler hésita un instant, puis murmura « Il y a une personne, mon cousin Édouard. Nous nous disputons depuis des années au sujet de l'héritage familial, mais je ne vois pas comment il pourrait être impliqué. Cela mérite d'être vérifié, répondit Poirot, notant mentalement ce nom. Alors qu'il réfléchissait aux implications de cette nouvelle tentative de meurtre, Poirot réalisa que le vol du collier n'était qu'une diversion savamment orchestrée. Le véritable objectif était d'éliminer Madame Moncler, probablement pour effacer toute trace des secrets liés à la mort d'Émile Renaud. Mais qui, parmi ces invités apparemment respectables, pouvait être prêt à aller aussi loin? Chapitre 5. Les pièces du puzzle. Poirot sentait que l'affaire touchait à son apogée. Chaque indice recueilli jusqu'à présent formait un tableau de plus en plus clair, mais certaines pièces manquaient encore pour reconstituer entièrement le puzzle. Il décida donc de rassembler tous les suspects dans le grand salon une fois de plus, cette fois-ci avec l'intention de les confronter aux contradictions et aux preuves qu'il avait accumulées. Le salon, avec ses lustres étincelants et ses meubles anciens, semblait étrangement lugubre sous la lumière grise de l'après-midi. Les invités étaient assis, silencieux, leurs visages crispés par l'attente. Claire Moncler, toujours pâle, était installée sur un canapé, entourée de coussins comme si elle cherchait à se protéger physiquement et émotionnellement. « Mesdames et messieurs, » commença Poirot, debout devant eux, « nous avons beaucoup appris depuis hier soir. Mais il reste encore des zones d'ombre à éclaircir. Aujourd'hui, je souhaite vous poser quelques questions supplémentaires, car je crois que certains d'entre vous détiennent des informations cruciales. » Il s'approcha lentement de James Whittaker, qui semblait mal à l'aise depuis leur dernière conversation. « Monsieur Whittaker, vous m'avez révélé avoir vu quelqu'un près de la fenêtre ouverte hier soir. Pouvez-vous nous en dire plus ?» Whittaker hésita, puis répondit « C'était tard dans la soirée. J'étais sorti prendre l'air sur la terrasse lorsque j'ai remarqué une silhouette près de la fenêtre. Elle portait une bague ornée d'une pierre rouge très distinctive. Je n'ai pas vu son visage, mais cette bague m'a frappé. » Poirot sourit légèrement. « Une bague avec une pierre rouge, dites-vous? Très intéressant. » Il balaya l'assemblée du regard, notant les réactions. Ses yeux s'arrêtèrent sur Isabelle Moreau, dont la main droite était discrètement dissimulée sous un mouchoir. « Mademoiselle Moreau, dit-il doucement, pourriez-vous, s'il vous plaît, montrer vos mains à tout le monde ?» Isabelle rougit violemment. « Je ne vois pas pourquoi. »« Parce que c'est important, » insista Poirot, son ton maintenant plus ferme. Contre-cœur, elle retira le mouchoir, révélant une bague ornée d'une pierre rouge flamboyante à son annulaire. Un murmure parcourut la pièce. Victor Langlois ricana méchamment. « Tiens donc, quelle coïncidence !»« Cela ne prouve rien, » protesta Isabelle, les larmes aux yeux. « Cette bague appartient à ma famille depuis des générations, mais votre présence près de la fenêtre hier soir pourrait expliquer bien des choses, » rétorqua Poirot. «
notamment comment quelqu'un a pu entrer dans la maison sans être vu. Claire Montclair intervint alors, sa voix tremblante mais résolue. « Isabelle, pourquoi avez-vous essayé de me tuer? Qu'est-ce que je vous ai fait ?» Isabelle éclata en sanglots. « Ce n'est pas ce que vous pensez. Oui, j'étais près de la fenêtre, mais seulement parce que j'avais entendu des bruits étranges. Je voulais savoir ce qui se passait. Quant au poison, je n'y suis pour rien. » Poirot observa attentivement les autres suspects. Laurent, Dupuis, le banquier suisse, semblait nerveux, triturant son mouchoir. « Et vous, monsieur Dupuis ?» demanda-t-il soudain. « Où étiez-vous exactement lorsque le verre empoisonné a été découvert ?» Dupuis blêmit. « J'étais dans ma chambre. Comme je vous l'ai déjà dit, curieux, » murmura Poirot. « Car Marie m'a confié qu'elle vous avait vu quitter la cuisine précipitamment juste avant qu'elle ne découvre le verre. » Dupuis se redressa brusquement. « C'est absurde. Elle ment. »« Non, monsieur Dupuis, » intervint Marie, tremblante, mais déterminée. « Je vous ai vu. Vous teniez quelque chose dans votre main. » La tension dans la pièce devint palpable. Poirot sentait qu'il approchait de la vérité. « Permettez-moi de clarifier une chose, » dit-il calmement. « Le vol du collier n'était qu'une diversion. Le véritable objectif était d'éliminer Madame Montclair. Mais pourquoi? Parce que quelqu'un craignait qu'elle ne révèle les secrets liés à la mort d'Émile Renaud. » Claire Montclair, visiblement bouleversée, ajouta « C'est vrai. Émile savait trop de choses sur notre famille. Et maintenant, quelqu'un essaie de m'éliminer pour effacer toute trace de ses secrets. » Poirot hocha la tête. « Nous arrivons donc à la question finale. Qui est prêt à tout pour protéger ses secrets ?» Chapitre 6. La révélation finale. Le salon était silencieux, à l'exception du tic-tac régulier de l'horloge ancienne posée sur la cheminée. Les invités étaient assis, tendus, leurs regards oscillant entre Poirot et leurs voisins. L'atmosphère était lourde, chargée d'une tension presque palpable. Chacun savait que ce moment marquait la fin de l'enquête, et pour certains, peut-être le début d'un cauchemar. Poirot, debout face à eux, ajusta légèrement sa moustache avant de prendre la parole. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix calme mais puissante, « nous sommes ici aujourd'hui pour résoudre une affaire complexe qui a débuté avec la disparition d'un collier de diamants inestimable. Mais comme vous l'avez compris, cette histoire va bien au-delà d'un simple vol. » Il fit une pause, son regard balayant lentement l'assemblée. « Ce que nous avons découvert, c'est qu'il y avait deux crimes distincts ici. Un vol orchestré pour distraire l'attention et une tentative de meurtre visant Madame Montclair. Ces deux actes sont liés par un secret vieux de plusieurs décennies, un secret que quelqu'un dans cette pièce a désespérément tenté de protéger. » Claire Montclair, blême mais attentive, serrait ses mains tremblantes contre sa poitrine. Les autres suspects échangeaient des regards nerveux, conscients que leur innocence ou culpabilité allait bientôt être dévoilée. « Permettez-moi de revenir quelques jours en arrière, » poursuivit Poirot. « Lorsque j'ai commencé cette enquête, j'ai immédiatement remarqué des tensions sous-jacentes dans cette maison. Des sourires trop polis, des conversations interrompues. Tout cela indiquait qu'un drame se jouait sous la surface. Ensuite, il y a eu le vol du collier. Un crime audacieux, certes, mais aussi terriblement risqué. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait quitter la villa sans être vu. Il s'approcha de la table centrale et posa une main sur le plateau en bois. Et puis, il y a eu la tentative d'empoisonnement. Un verre empoisonné, placé intentionnellement près de la tasse de thé de Madame Montclair. Cette fois, le message était clair. Quelqu'un voulait éliminer Claire Montclair. Mais pourquoi? Poirot marqua une nouvelle pause, laissant ces mots résonner dans la pièce.
La réponse réside dans le passé. Plus précisément, dans la mort mystérieuse d'Émile Renaud, le majordome de cette maison. Comme certains d'entre vous le savent déjà, Émile avait découvert des documents compromettants concernant la fortune familiale des Montclair. Ces documents prouvaient que des falsifications avaient été commises pour obtenir cette richesse. Quand Émile a menacé de tout révéler, il a été éliminé. Un murmure parcourut l'assistance. Poirot leva une main pour réclamer le silence. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ressurgir ces secrets après tant d'années? La réponse est simple. Parce que quelqu'un craignait que Claire Montclair ne dise toute la vérité. Et c'est là que notre coupable entre en jeu. Il fit quelques pas vers le centre de la pièce, son regard perçant fixé sur une personne en particulier. « Monsieur Laurent Dupuis ?» dit-il fermement. « Je crois que vous avez quelque chose à nous dire. » Dupuis, qui jusque-là semblait confiant, se raidit brusquement. Son visage devint livide. « Moi ?» répondit-il d'une voix incertaine. « Vous êtes fou, je n'ai rien à voir avec tout ça. »« Oh, mais si !» répliqua Poirot, un léger sourire aux lèvres. « Voyez-vous, monsieur Dupuis, vous êtes bien plus impliqué que vous ne voulez l'admettre. Lorsque j'ai examiné les indices, j'ai remarqué plusieurs éléments curieux. D'abord, vos empreintes ont été retrouvées sur le verre empoisonné. Ensuite, il y a cette trace de boue que vous avez laissée près de la fenêtre ouverte. Vous pensiez pouvoir entrer et sortir discrètement, mais vous avez commis une erreur fatale. » Dupuis bondit de son siège, furieux. « C'est absurde! Vous n'avez aucune preuve !»« Au contraire, » répondit calmement Poirot. « J'ai également découvert que vous étiez lié à Émile Renaud. Vous travailliez avec lui sur certains investissements financiers, et quand il a été assassiné, vous avez décidé de garder le silence, probablement en échange d'une part de l'argent détourné. Mais lorsque Madame Montclair a commencé à parler de révéler la vérité sur la famille, vous avez paniqué. Vous avez organisé ce vol de collier pour détourner l'attention, puis tenté de l'empoisonner pour effacer toute trace de votre implication. » Les autres invités observèrent la scène, choqués. Claire Montclair, quant à elle, semblait accablée. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Je ne savais pas que Laurent était impliqué. » Dupuis, comprenant que tout était perdu, laissa échapper un rire amer. « Très bien, Poirot. Vous avez gagné. Oui, c'est moi. J'ai tout planifié. Le collier, le poison, tout. Mais personne ne m'aurait cru si j'avais simplement accusé Claire de mensonge. Alors, j'ai décidé de prendre les choses en main. » Poirot hocha la tête, satisfait. « Voilà donc la vérité. Une vérité que vous avez essayé de dissimuler derrière des mensonges et des manipulations. Mais comme toujours, la vérité finit par émerger. Conclusion. Encore une affaire résolue. » Avec l'arrestation de Laurent Dupuis, l'affaire fut officiellement close. Claire Montclair, bien que profondément secouée, remercia chaleureusement Poirot pour son travail. « Sans vous, monsieur Poirot, je serais probablement morte à l'heure qu'il est, » dit-elle, les larmes aux yeux. Poirot, toujours modeste, répondit simplement. « C'était un honneur de vous aider, madame. Mais souvenez-vous, la vérité, aussi douloureuse soit-elle, doit toujours être révélée. » Alors qu'il quittait la villa des Montclair, Poirot sentit une certaine satisfaction. Une fois de plus, sa méthode méthodique et son esprit brillant avaient permis de démêler les fils d'une intrigue complexe. Mais il savait que le monde regorgeait encore de mystères à résoudre, et il serait toujours prêt à relever le défi. Merci d'avoir écouté cette enquête captivante mettant en scène Hercule Poirot. Si vous avez apprécié cette histoire, audio relaxante, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres aventures palpitantes. Bonne nuit et à bientôt pour une nouvelle énigme.